Bonjour à tous et bienvenue au numéro 49 de l'Hebdo des Arrivages Package, le dernier de la première saison. Normalement, vous devez regarder ça autour du 24-25 décembre, donc je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec l'escape game de la semaine, le coup de cœur de Wilson, c'est Scooby-Doo Escape. Scooby-Doo Escape, c'est un nouveau jeu dans une nouvelle collection qui s'appelle Coded Chronicles, qui est une collection développée par Jay Cormier et 5 Foulines, qui devrait donc se développer dans les mois et les années à venir. Le principe du jeu, c'est que vous avez des indices un peu partout dans une espèce de manoir hanté que vous allez devoir analyser. Et vous allez les analyser avec vos personnages, ce qui veut dire que selon si c'est Fred ou Velma ou Sammy et Scooby-Doo qui vont enquêter sur un indice donné, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Évidemment, chacun a ses propres compétences, ses propres qualités. Donc voilà, à vous d'envoyer les différents personnages sur les bons indices. C'est un jeu qui se joue à peu près 2 parties de 100 minutes chacune, presque 3h30 de jeu, avec une difficulté relativement avancée. Je sais que Wilson chez nous l'a attaqué et il a encore un peu de mal à finir. Toujours évidemment l'humour de la série Scooby-Doo pour les nostalgiques de cette série ou pour ceux qui découvrent. Vous êtes complètement dans l'univers, un peu délirant et à la fois le côté enquête est bien là. C'est Scooby-Doo Escape. Et on continue avec un roll and write qui s'appelle Simple et Funky. Comme tous les roll and write, il y a des dés. Ici, le joueur actif a le droit de relancer 2 fois les dés en plus du premier lancé. Et tous les joueurs, simultanément, vont pouvoir utiliser le jet du joueur principal. Ce qui veut dire que le joueur principal va pouvoir faire soit essayer de faire un jet le maximum pour lui, soit essayer d'embêter ses petits camarades. Et le jeu est extrêmement simple, extrêmement familial, puisque il s'agit juste de cocher des cases dans la couleur des dés qui ont été tournés. Et simplement, le seul objectif, c'est de terminer une carte en cochant des cases de la couleur des dés sur le plateau effaçable. On va essayer de compléter les lignes d'un seul coup sur la même carte pour pouvoir dire simple et funky, ce qui va vous rapporter encore plus de points. Un jeu extrêmement simple, extrêmement familial, qui se joue en très peu de temps, donc on va pouvoir enchaîner les parties. C'est simple et funky. Et on continue avec un autre jeu familial extrêmement simple, c'est Bloody Harry, qui comme son nom l'indique, est dans le monde de Harry Potter, et une version un peu satirique du monde de Harry Potter. Ici vous incarnez une maison qui va devoir récolter un maximum de points sous la forme de cartes, avec une composante de coups fourrés où vous allez pouvoir jouer des cartes qui vont voler des points à vos adversaires. Bref, un jeu satirique dans le monde de Harry Potter, c'est Bloody Harry. Et on continue avec Gare Relou. Gare Relou, c'est également un jeu d'ambiance extrêmement simple, l'humour très présent. Le principe, c'est que vous êtes en soirée et évidemment, vous allez devoir éviter les relous. Comment ça se passe? C'est un système d'enchères, donc vous allez miser des cartes tchatch pour essayer de chasser les relous. Et il y a un système de stop ou encore où chaque joueur, après le suivant, va donner une enchère sur le total des cartes tchatch qui auront été données dans toute la manche par tous les joueurs. Un peu comme un Perudo finalement, où on va miser plutôt sur le total de tous les joueurs plutôt que ses propres cartes à soi. Et celui qui est le plus proche de la vérité, si ça s'arrête et qu'il est bien en dessous du total, quand les enchères s'arrêtent, si celui qui a donné la dernière enchère est en dessous de la réalité, eh bien c'est lui qui choisit vers qui va le relou, qui va perdre son swag, et s'il est au-dessus, ben c'est lui-même qui doit se taper le relou. C'est un jeu tout simple, extrêmement familial, dans l'esprit un peu d'un Perudo, c'est Gare Relou. Et on continue avec T-Scones and Arsenic, un jeu également extrêmement familial où tonton est mort et l'un d'entre vous va hériter. Et donc vous avez décidé tranquillement de vous réunir autour du thé pour décider qui va hériter. Il se trouve qu'incidemment, il y a un peu d'arsenic qui est tombé dans certains gâteaux, plutôt parmi les survivants que va se décider qui va hériter du tonton. Le principe du jeu est assez simple, à son tour, on va forcément prendre un gâteau de façon secrète dans la boîte. On va regarder s'il y a du poison ou pas dedans. S'il y en a juste un peu, tout va bien. Si vous dépassez le seuil de tolérance au poison, vous êtes mort et vous avez perdu immédiatement la partie. À son tour, on peut également refuser un gâteau en dépensant du sucre, à condition que les autres joueurs vous laissent faire et vous mettent pas un petit coup de cuillère pour dire c'est très mal poli de reposer un gâteau qu'on a pris, il faut manger ce gâteau. À n'importe quel moment, au lieu de piocher un gâteau, un joueur peut décider de passer son tour et de terminer la partie. Dans ces cas-là, les autres joueurs sont obligés de prendre 2 gâteaux supplémentaires en espérant pas mourir. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a mangé le plus de gâteaux qui remporte l'héritage de tonton. Alors évidemment, si on passe trop tôt, eh bien, on va donner 2 gâteaux supplémentaires aux autres joueurs et on va pas gagner. Mais si on passe trop tard, on va mourir, c'est pas très bien non plus. Il y a en plus dans la boîte quelques petites règles supplémentaires avec des gâteaux un peu spéciaux qui sont pas obligatoires. Une boîte hyper chouette en métal, exactement comme les boîtes de gâteaux de mamie. T-Scones and Arsenic. Et on continue avec QE, un jeu d'enchères un peu particulier dans le sens où c'est un jeu où vous allez pouvoir miser la valeur que vous voulez. Vous êtes un pays avec sa banque centrale qui peut émettre autant d'argent qu'il a envie. Donc vous pouvez miser des millions et des milliards et des surmilliards pour pouvoir acheter les différentes composantes du jeu. Sauf que le joueur qui aura le plus dépensé, eh bien il a perdu automatiquement. Sa monnaie s'écroule et son économie est ruinée. Il a perdu la partie. Évidemment une composante d'enchère pour essayer de remporter un maximum d'entreprises pour avoir le maximum de points pour gagner la partie. Et à la fois une composante de mémoire pour essayer de se souvenir des enchères des autres pour pas dépasser leur valeur. Et une grosse
grosse composante de méta-jeu, puisque peut-être que la partie d'avant elle s'est jouée en 10 millions et du coup vous avez un peu de liberté, placez vos enchères, et puis peut-être qu'elle s'est jouée en 7 et que celui qui a mis 8 il a perdu. Donc voilà une composante d'ajustement aux autres joueurs. CQE, un jeu d'enchères un peu particulier. Et on continue avec No More the King, qui est un jeu où vous allez devoir à la fois développer votre petit village et à la fois résister évidemment aux attaques des Vikings. Les Vikings attaquent de façon simultanée sur tous les joueurs. Les joueurs vont employer une stratégie également de façon simultanée, donc pas trop de downtime. Voilà, tout le monde joue vraiment en même temps à ce jeu. Et une fois la stratégie décidée, on pioche les cartes, on construit des bâtiments puisqu'il va falloir développer son village et on regarde les effets de l'attaque Viking. Donc soit on a réussi à mettre des tours de défense ou des soldats pour combattre les attaques des Vikings, soit les Vikings vont avancer dans votre ville et raser vos champs et vos bâtiments. On marque des points soit avec l'objectif commun, le caprice du roi, soit avec un objectif personnel qui n'est pas montré aux autres joueurs, donc on va devoir construire une ville d'une certaine façon pour marquer encore plus de points, c'est le caprice personnel. C'est No More Making. Et on continue avec Petit Peuple, un jeu de Rémi et Nathalie Saunier, qui d'ailleurs ont répondu à nos questions il y a quelques semaines au festival de Vichy. D'ailleurs, on désignait Petit Peuple comme leur illustration préférée dans tous les jeux du monde entier. Donc un jeu extrêmement joli avec des illustrations de Maxime Morin. Rémi et Nathalie Saunier sont les auteurs de notamment Twin It. Là ici, on est dans un univers complètement différent puisqu'on est sur un jeu qui va durer plutôt 1 heure avec plutôt des composantes de réflexion et de préparation, alors que Twin It est plutôt un jeu de rapidité et d'ambiance. Dans Petit Peuple, vous allez avoir une notion de programmation puisque vous avez 7 tuiles, chacune décomposée en 7 cases, et selon où vous faites l'action sur une tuile, la prochaine action se fera dans la tuile qui correspond. Donc si vous avez fait l'action sur la case la plus en haut de la tuile du milieu, vous allez jouer la prochaine action dans la case d'en haut. Également une composante de majorité puisque l'objectif est de prendre le contrôle des différentes cases en construisant des bâtiments qui sont sous la forme de pièces en 3D, une ville qui va se développer petit à petit avec des composantes 3D qui vont s'assembler. Donc un jeu assez joli avec voilà, ces couleurs qui se développent, un univers assez animalier, assez naturel. C'est Petit Peuple. Et on continue avec le dernier jeu de Uwe Rosenberg qui s'appelle Alerto. Uwe Rosenberg, vous le connaissez peut-être, c'est un auteur qui a fait énormément de jeux experts, un petit chouchou personnel. Notamment, c'est l'auteur du succès incroyable de Agricola, mais aussi de Caverna, du Havre, des Portes de Loyang, de Patchwork, de New York Zoo. Enfin bref, ici c'est de nouveau un jeu de poste d'ouvrier. Vous êtes dans Alerto, donc une région de Bavière qui a été extrêmement connue pour sa bière et globalement sa production agricole. Et donc vous êtes un chef de village en 1850 qui va essayer de développer la région de Alerto. Un jeu d'une difficulté légèrement supérieure à celle d'Agricola puisqu'il va y avoir à la fois la composante de poste d'ouvrier mais également une gestion du tempo qui est extrêmement particulière. Vous allez pouvoir gérer la productivité des champs qui va décliner avec le temps, donc peut-être les laisser en jachère quelques temps pour qu'ils produisent plus à l'avenir. Pareil, les ovins vont périmer avec le temps. Pas mal d'actions possibles, beaucoup de choix, des règles extrêmement bien construites et finalement assez intuitives une fois qu'on les a bien compris. À noter que s'il arrive seulement aujourd'hui en français, il existe depuis l'an dernier en allemand et en anglais. Et nos amis de BGG, donc le site de référence mondial des jeux de société, il est 339e au classement général de BGG. Et encore mieux, il est 167e au classement de tous les jeux de stratégie. Je vous rappelle que BGG, c'est des dizaines de milliers de références, donc un jeu qui est dans le top 500, c'est vraiment un jeu aux petits oignons. Et un jeu qui est dans le top 500, la première année de sortie, c'est encore plus impressionnant. Le dernier Uwe Rosenberg, Alerto. Et on continue avec Ankh, un autre jeu qui est dans le top 500 BGG. Je vous en parlais à l'instant, il est 423e et 231e sur les jeux de stratégie. C'est donc également un excellent jeu. C'est un jeu de Eric M. Lang où alors là on va plutôt partir dans une logique d'affrontement. On va pas avoir peur de se taper dessus. On représente dans ce jeu des dieux égyptiens qui luttent pour la domination des esprits de l'Égypte antique avec des composantes évidemment fantastiques de l'imaginaire égyptien, des scorpions géants, des sphinx, des choses comme ça. Évidemment une composante d'affrontement, mais une gestion des joueurs éliminés puisque voilà, si un dieu est trop loin derrière à la fin d'une phase, eh bien il va pouvoir revenir en équipe avec un autre dieu. Évidemment les dieux ne meurent jamais, mais voilà, si vous êtes trop à la ramasse et que vos troupes ont été décimées, vous allez revenir en tant que fusion de deux dieux avec un coéquipier, ce qui va vous permettre de remporter quand même la partie, évidemment de façon un peu moins glorieuse puisque vous l'aurez fait à 2 contre 1 et ça marche toujours. 5 dieux disponibles dans la boîte, non seulement pour pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs évidemment, mais également pour varier les parties puisque chaque dieu a des capacités qui lui sont propres et des troupes spécifiques. Un jeu assez chargé puisqu'il y a dans la boîte pas mal de figurines en 3D, à la fois pour les dieux et pour les troupes et pour les créatures fantastiques. Ankh, les dieux d'Égypte, de Eric M. Lang.
Et on continue avec Beyond the Sun, qui est un premier jeu, le premier jeu de Denis Cage-Chan, et qui pour un coup d'essai a voulu un coup de maître, puisque dès son premier jeu, il a gagné le Diamant d'Or. Le Diamant d'Or, c'est un prix qui est réservé aux jeux les plus experts, et en 2021, c'est Beyond the Sun qui a remporté la timbale. L'univers du jeu, il est plutôt post-apocalyptique, puisque on est dans un futur relativement proche, et notre planète va bientôt être détruite, et donc les joueurs vont essayer de coloniser d'autres planètes qui sont par-delà le soleil, d'où le nom Beyond the Sun. Pour pouvoir conquérir les planètes du système solaire, vous allez devoir développer un arbre de technologie qui va être évidemment différent à chaque partie. À vous de voir si vous voulez aller plutôt vers la recherche scientifique, vers l'armée, vers la négociation. C'est tout ce qui fait la rejouabilité de ce jeu, qui est évidemment un 4X. Un jeu plutôt simple dans l'univers des jeux experts, puisque vous démarrez avec finalement assez peu d'actions et vous allez pouvoir développer vos actions et donc apprendre au fur et à mesure à faire de nouvelles actions avec le développement de votre arbre technologique. Le Diamant d'Or 2021, il arrive en français, c'est Beyond the Sun. Voici un jeu qui est dans la liste des 8 finalistes pour le Diamant d'Or 2022. Alors peut-être qu'il l'aura, mais ça on ne le saura que plus tard dans l'année. C'est un jeu de Adam Kvapinski, qui est notamment l'auteur de Nemesis. A noter d'ailleurs que dans le jeu, David Turkzy, qui est l'expert des modes solo pour plein de jeux, a fait des règles spécifiques de mode solo pour Origins First Burner. Là aussi un jeu 4X, donc un jeu où vous allez devoir vous développer, construire une ville avec différents bâtiments qui vont vous donner des pouvoirs. C'est également un jeu de puzzle ouvrier où vous allez poser soit des dés sur leur face de leur valeur pour pouvoir faire les actions qui correspondent, soit des archontes, donc des espèces de personnages tout puissants, puisque dans ce jeu, vous vivez à l'origine des temps et il se trouve qu'il y a des aliens qui ont voulu lancer un peu les civilisations de l'humanité. Donc vous allez vivre dans cet univers un peu à la fois très primitif et à la fois voilà, vous avez des puissances supérieures qui vont vous aider. Donc à vous d'aller collecter auprès d'eux un maximum de ressources. Dans les 8 finalistes du Diamant d'Or 2022, en français, Origins First Builder. Et on continue avec 2 jeux pour les tout petits dans la gamme Eadu, Animal Domino, donc vraiment un jeu de puzzle où vous allez devoir enchaîner les dominos avec chaque domino qui a 2 moitiés d'animaux, donc une façon de tout résoudre avec sur chaque domino 2 animaux, 2 moitiés d'animaux et donc chaque domino va compléter le suivant, donc espèce de puzzle pour les plus jeunes. Et le loto tactile des chiffres à partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans, histoire de développer la numération chez les enfants avec évidemment ce jeu du loto où les plus jeunes vont devoir adapter le chiffre écrit au nombre d'objets sur la carte, le loto tactile des chiffres et l'animal domino dans la gamme Eadu pour les plus jeunes. Et on continue avec Où c'est donc en France. Alors il faut savoir qu'en 2006 sortait un jeu qui s'appelle Uppsala, où vous deviez positionner les différentes villes européennes en fonction de leurs coordonnées. Et bien voici la version franco-française du jeu qui nous est fournie par Our et Atalia. Où c'est donc en France. Le principe du jeu il est extrêmement simple. Vous allez placer une carte ville sur la table et les joueurs les uns après les autres vont devoir rajouter des villes à la construction, sachant qu'ils vont devoir sélectionner des villes qui vont placer soit à l'est, soit à l'ouest, soit au nord, soit au sud, en espérant ne pas trop faire d'erreur. S'ils font une erreur et que personne ne s'en rend compte, il n'y a pas de problème, la partie continue. Par contre, s'ils font une erreur et qu'un autre joueur leur dit là c'est pas bon, on vérifie. Et donc il y a à la fois cette composante de connaissance géographique, puisqu'il faut savoir est-ce que oui ou non Aurillac est à l'est ou à l'ouest de Lyon. Également une composante de bluff, que si vous le dites avec assez de confiance, oui on peut croire que Tulle est au sud de Bergerac, qui lui-même est à l'est de Bordeaux. Et puis à la fin de la partie, il y a une petite composante d'estimation, puisque les joueurs vont tous devoir estimer combien de cartes ont été mal placées. Donc à la fois les composantes géographiques et à la fois le bluff. C'est Où c'est donc en France. Et on continue avec la deuxième boîte de Village Pillage. Dans l'hebdo numéro 6, je vais vous parler de Village Pillage, la première boîte, en vous disant que la deuxième boîte arrivait bientôt. Bon, ça a pris quasiment une année, mais la voilà. C'est un stand-alone, donc vous pouvez jouer avec cette boîte toute seule de façon indépendante. Et vous pouvez évidemment la mélanger avec le Village Pillage 1 pour avoir plus de variété dans le choix des villageois. Un jeu extrêmement simple où vous devez soit planter vos navets en restant tranquille dans votre coin, soit défendre vos navets contre les adversaires qui vont essayer de vous les prendre, soit être vous-même l'adversaire qui va aller prendre des navets. Et comme d'habitude, il y aura un PK Game Pack avec la boîte numéro 1 et la boîte numéro 2 à un prix promotionnel, Village Pillage le numéro 2. Et on continue avec, pas une extension mais un petit goodies pour Pax Pamir. Ce sont les pièces en métal qui vont avec le jeu. Donc évidemment comme d'habitude pour ces pièces, un prix promotionnel si vous le prenez en lot avec le jeu de base. Pax Pamir, les pièces en métal. Et on continue avec un nouvel Inside Cube. Inside Cube, c'est cette gamme de jeux où vous devez faire sortir une bille d'un labyrinthe. Il y avait une première collection plate illustrée par 3 auteurs. Ici, on revient avec un exemplaire en 3D, donc plusieurs étages pour encore plus de difficultés, illustré toujours par Laurel, la blogueuse et auteuse de BD. Le principe est toujours d'échapper cette bille. D'ailleurs, dans cet exemplaire-là, il y en a 2. Donc, soit vous faites passer une bille pour un mode un peu plus facile, soit vous essayez de faire passer les deux en mode difficile, à l'aller et au retour. Inside Cube, le donjon.
Une réédition rethématisée de Color Addict pour les têtes brûlées. Vous connaissez peut-être déjà Color Addict, c'est un jeu extrêmement frénétique. Vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes en donnant leur couleur écrite ou leur couleur réelle. Ici, c'est rethématisé avec les goûts des têtes brûlées, les fameux bonbons, puisque vous avez soit la couleur écrite, soit le goût du bonbon. Évidemment, ça ne correspond jamais, donc à vous de ne pas laisser trop votre cerveau faire de nœuds entre les deux. A noter que dans la boîte, il y a un petit paquet de bonbons qui n'est pas obligatoire pour jouer la partie, mais qui fait plaisir, c'est le Color Addict tête brûlée. Pour les plus anciens, en 1979 sortait le jeu Dune. Et ici, le voilà ressorti un peu modernisé, puisque le jeu Dune pouvait durer des heures et des heures tant qu'il n'y avait pas de vainqueur, on continue à jouer. Ici, le jeu a été un peu reconçu pour pouvoir être joué entre 3 et 5 tours, mais les mécaniques globales sont toujours les mêmes, avec également un petit rafraîchissement du jeu avec des images qui viennent du film, le fameux film avec Timothée Chalamet. A noter aussi que ce jeu était déjà ressorti il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs arrive ici l'extension Dune, Ixien et Tleilaxu, de nouvelles factions pour ce jeu dans sa version de 2020. Donc à vous de voir si vous préférez la version thématisée Dune, le film, ou la version avec un style un peu plus épuré. Et dans ces cas-là, vous aurez accès à l'extension Ixien et Tleilaxu. Un peu moins ancien, Coloretto, qui fête ses 18 ans, et pour fêter sa majorité, il revient dans une édition spéciale, Coloretto les 18 ans. Là aussi, plus tôt dans l'année, je vous parlais de Capital Lux 2, la version Pocket, et je vous disais, il va arriver bientôt en version plus luxueuse. Bientôt, ces derniers temps, on sait que c'est un peu compliqué. Voilà Capital Lux 2 Génération, la version complète, en grand format. Là aussi, une réédition tirée d'un film, le grand classique Cluedo, le grand classique Ghostbusters, le film le plus récent. On mélange les deux et ça fait une édition Cluedo Ghostbusters. Et on continue avec la suite de la collection de puzzles Villainous. Donc vous aviez les puzzles Villainous Disney, et comme Villainous est passé dans l'univers de Marvel, voici les puzzles Villainous Marvel. Donc les 4 méchants du jeu, Ella, Ultron, Killmonger et bien sûr Thanos en puzzle version Villainous. Et bien voilà, on vient de terminer la saison 1 de l'hebdo des Heroish Package. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on va revenir l'année prochaine. Et puis on m'a dit que pour terminer une saison, il fallait absolument un cliffhanger. Donc évidemment, une nouvelle à vous annoncer, quelque chose qui va vous retenir pour vous donner envie d'aller voir l'épisode 1 de la saison 2. Mais évidemment, trouver des trucs putaclic pour vous tenir en haleine, c'est pas du tout notre